Quelle dynamique immobilière au premier trimestre de cette année 2023? Voici la question qui va nous animer aujourd'hui avec Yann Géano, président de La Forêt France. Bonjour Yann Géano. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci d'être sur ce plateau. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelle a été la dynamique en matière de marché immobilier en France sur le premier trimestre. Peut-être va-t-on découvrir avec vous qu'il y a plusieurs dynamiques sur ce marché. Tout d'abord, question ouverte avant d'aller peut-être sur les taux ou autres. Est-ce que ce premier trimestre a été tout aussi compliqué que ce à quoi vous vous attendiez en début d'année? Oui, le premier trimestre a été compliqué économiquement, globalement, économiquement pour les ménages avec le phénomène d'inflation qu'on connaît maintenant depuis de nombreux mois. Donc compliqué d'un côté parce que les vendeurs ont dû s'adapter à un niveau de marché différent et accepter de revoir leurs prétentions avec des baisses de prix. Et puis compliqué également davantage côté acquéreur avec des primo-accédants, des ménages modestes qui ont dû abandonner leur projet, et puis des acquéreurs finançables qui aujourd'hui s'interrogent et auxquels il faut apporter en effet les clés du marché. Le sujet effectivement sur le marché immobilier, c'est la hausse des taux d'intérêt en matière de crédit immobilier, donc qui elle-même est une conséquence de hausse de taux au niveau des banques centrales. Est-ce que c'est ce qui freine le marché immobilier aujourd'hui ? Alors plusieurs choses. Le premier frein, c'est en effet celui de l'inflation que tous les ménages connaissent aujourd'hui. L'inflation sur le panier, l'inflation sur l'énergie. Sur les dépenses courantes finalement qui viennent en second temps avoir un impact sur un potentiel achat ou une acquisition immobilière. Bien sûr, puisque les ménages français regardent leur reste à vivre de manière plus attentive. On a également évidemment la hausse des taux. En un an et demi, schématiquement, on est passé d'un coût de l'argent à 1%, à un coût de l'argent fin avril à 3,15% en moyenne au niveau national. Il faut souligner quand même qu'on est toujours à des niveaux de taux qui sont relativement bas. Il y a quelques années, on était plutôt autour de 4%, 5%. Donc ça complexifie les projets d'acquisition et en tout cas, ça pose question. Mais c'est intéressant ce que vous nous dites parce qu'effectivement, quand on regarde effectivement ce marché immobilier, on a tendance à le regarder essentiellement via le prisme de la hausse des taux d'intérêt de crédit immobilier. Ce que vous dites, c'est qu'il faut ajouter à ça la hausse des coûts globaux ou des prix au global qui vient rajouter finalement une capacité, qui vient diminuer d'autant la capacité d'emprunt de ceux qui voudraient se lancer dans un achat immobilier. En tout cas, qui interroge les acquéreurs. On peut rajouter une couche supplémentaire au millefeuille qui est la couche de la rénovation énergétique. Bien sûr, donc des coûts supplémentaires. Le cas échéant, avec des coûts supplémentaires. Donc un marché qui se redistribue avec tout de même des Français qui ont toujours une pierre dans le ventre, en tout cas, et la volonté de matérialiser un achat immobilier, soit en primo-accédant, soit en secondo-accédant pour améliorer le confort de son logement, soit en investissement locatif. Vous avez parlé de vendeurs qui baissent leurs prix. C'est une réalité, ça, aujourd'hui, des prix de l'immobilier qui reculent? Parce qu'on a l'impression que tout le monde s'y attend, mais que finalement, on ne le constate pas de manière uniforme partout et que on est plutôt dans un marché attentiste actuellement. Alors, tout dépend en effet du niveau d'attente. Si on attend 10, 15, 20, 25% de baisse des prix immobiliers, ce n'est pas la réalité. On a au niveau national, fin mars, on était à moins 0,8 au niveau national. Fin avril, on est autour de moins 1%. Bien sûr. Avec en revanche des nuances extrêmement marquées. On voit que les grandes métropoles sont à la baisse de l'ordre de 2 à 2,5%, à l'exception de Nice, qui est à la hausse de un peu plus de 2%. Bien sûr. Les périphéries des grandes métropoles, les plus chères qui ont tendance à reculer, les moins chères qui ont tendance à continuer à progresser. L'arc atlantique qui attire toujours autant d'acquéreurs et qui voit les prix orientés à la hausse, et les environnements ruraux où on voit les prix nettement reculer. Donc c'est un peu le grand écart, avec des baisses de prix sur les 4 premiers mois de l'année qui peuvent aller jusqu'à moins 6, moins 7, moins 8%, et des hausses de prix de l'autre côté sur certaines villes, certaines régions qui peuvent aller jusqu'à plus 2%. Mais le phénomène national de baisse des prix est enclenché de manière certaine, et les vendeurs ont fait le chemin intellectuellement, ont compris qu'ils allaient souvent encaisser une plus-value sur leur logement et qu'ils devaient faire une partie du chemin pour trouver un acquéreur.
Oui, parce que quand on détient un bien immobilier, alors là on se met plutôt côté vendeur, mais depuis une dizaine d'années, avec la hausse des prix d'immobilier qu'on a connu aujourd'hui, ce n'est pas un recul de 1 ou 2% qui va mettre en péril la plus-value que vous allez faire sur la vente de votre bien. Même si on le détient depuis 2 ans, puisque les prix de l'immobilier ont pris 10% en 2 ans, en effet. Mais c'est vrai qu'on souhaite toujours, lorsqu'on vend, maximiser potentiellement en effet, ses profits ou sa plus-value. Mais j'ai envie de dire que les vendeurs font le chemin, l'ont fait, le font plus naturellement maintenant parce que tout le monde a compris le mécanisme du marché. Le travail, en tout cas pédagogique et sur les projets, il est davantage sur les acquéreurs parce que les acquéreurs ont tendance à regarder les prix de l'immobilier sur les annonces, mais ne regardent absolument pas, en tout cas dans la phase de recherche, beaucoup moins l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur leur capacité à financer. Et ça, c'est la découverte dans un second temps, finalement. C'est souvent pour les acquéreurs un peu la douche froide de se dire l'année dernière, je pouvais prétendre à une acquisition immobilière à 200, 250 000 euros. Et donc, je pars sur cette idée-là. Et oups, aujourd'hui, je me rends compte que mon enveloppe financière, elle est descendue à 160, 170, 180 000 euros. Et les acquéreurs qui sont finançables à des taux encore très compétitifs, ont du mal à reconfigurer leur projet, à se dire il va falloir peut-être que je change de quartier, peut-être que je réduise légèrement la surface ou que je réduise mes prétentions également de confort. Donc il y a un travail pédagogique beaucoup plus important auprès des acquéreurs qui ont tendance à se dire je me mets en stand-by et je verrai demain si c'est pas mieux. En revanche, on a plutôt le sentiment que la hausse des taux d'intérêt devrait encore se poursuivre au moins jusqu'à l'été. Et donc, on doit les accompagner pour presser leurs projets. Vous nous l'avez dit, il y a effectivement des marchés immobiliers qui reculent, d'autres qui continuent à progresser. Alors, on est dans des proportions peut-être un peu moindres que ce qu'on a pu connaître il y a quelques mois. Est-ce que ça veut dire qu'on constate un changement durable dans ce que les acquéreurs aujourd'hui sur le marché souhaitent acheter ? Alors, ce qui est certain, c'est qu'on retrouve une hiérarchie sur ce marché de l'immobilier. Prenons une ville comme Paris où on avait quasiment un prix unique au mètre carré sur tous les arrondissements. Ce n'est plus le cas. On n'a pas un prix unique non plus dans les périphéries, en Ile-de-France, en première, en deuxième couronne. On retrouve une hiérarchie des prix et ça redonne du sens au marché immobilier. Ensuite, pour revenir aux attentes des acquéreurs, évidemment, l'étiquette énergétique pèse. C'est aujourd'hui que les logements énergivores G et F vont nécessiter vraisemblablement, pour être mis en location par la suite, si on souhaite les mettre en location, des travaux de rénovation énergétique. Oui, ou pas que, simplement pour s'assurer de conserver la valeur du bien, si un jour, demain, on veut le revendre à quelqu'un qui veut le mettre en location. Absolument, aussi. Mais il y a d'autres critères qui sont post-Covid. On va dire la luminosité est un critère qui est monté dans le rang et dans les critères de recherche. Et puis également l'isolation phonique d'un logement, quand on a vécu des confinements en tête-à-tête avec son logement et avec des immeubles pleins à craquer et qu'on a entendu ses voisins marcher toute la journée, on est aujourd'hui beaucoup plus attentif. Donc luminosité, isolation phonique, étiquette énergétique. Mais le premier critère de recherche reste géographique. Je veux acheter un logement dans ce quartier, dans cette ville, à côté de cette gare RER, de ce métro. Quand on analyse un marché immobilier, Yann Géano, on a tendance effectivement à regarder le dynamisme du marché immobilier via le prisme des primo-accédants. C'est ceux qui souffrent le plus aujourd'hui de la difficulté d'obtenir un crédit immobilier. Est-ce que ça veut dire que le marché immobilier revient un petit peu plus à la main des secondo-accédants, par exemple ? Est-ce que la locomotive du marché immobilier est en train d'évoluer ? Alors, on regarde le marché, malheureusement, souvent on le regarde avec 2-3 ans de recul. Si on se met en 2019, plus de 50% des acquisitions immobilières étaient réalisées par des primo-accédants, avec un coût de l'argent bas et avec des critères d'octroi de financement qui étaient relativement souples. Et une confiance dans le marché immobilier et dans la progression du marché de l'immobilier qui était tout à fait certaine à ce moment-là. Et dans l'avenir, d'une manière globale. Aujourd'hui, à la fin du premier trimestre de l'année, les primo-accédants ne représentent plus que 28%. Donc ils ont été divisés par deux, comme j'expliquais en début d'émission. Une partie ont été mis sur la touche, avec des critères d'endettement, de durée d'endettement, de taux d'endettement, avec des apports que certains ont des difficultés à se constituer. On sait qu'aujourd'hui, les banquiers sont plutôt exigeants vis-à-vis des primo-accédants. Et donc, ce sont les secondo-accédants, ceux qui sont déjà propriétaires d'un logement, qui le vendent pour en acheter un autre, qui aujourd'hui tirent le marché et représentent la moitié des transactions immobilières.
Dernière question, Yann Géano, est-ce qu'il y a plus de stock aujourd'hui qu'il y a quelques mois, puisqu'on voit moins de transactions? Et derrière cette question, il y a une autre question, c'est est-ce qu'il y a plus de bonnes affaires pour ceux qui auraient les moyens d'acheter, ou au contraire, ce qui reste sur le marché, c'est peut-être des biens dont personne ne veut? Alors, est-ce qu'il y a plus de stock? Oui, il y a plus de stock, de l'ordre de 10%. Maintenant, il ne faut pas se tromper. Quand une agence sur un marché très tendu avait une douzaine de biens en stock à la vente, si on rajoute 10%, ça fait 13 ou 14 logements. Donc, on reste sur un marché extrêmement pénurique. Cette augmentation des stocks s'explique par des délais de vente qui se sont légèrement allongés, et puis également par des vendeurs qui se rendent bien compte qu'on est sur un haut de cycle et qui souhaitent empocher, là encore, leur plus-value sur ce haut de cycle. Donc on reste sur un marché pénurique, c'est important de le comprendre. On est dans un pays qui ne construit pas, on l'a vu, les professionnels du neuf lancent des cris d'alarme très très régulièrement. Depuis de nombreux mois d'ailleurs, précisons-le quand même. Absolument, et pour encore, à mon sens, de nombreux mois au regard du temps de l'immobilier neuf. Les bonnes affaires aujourd'hui, un projet immobilier, on ne recherche pas nécessairement une bonne affaire, on n'est pas sur un produit d'investissement, on n'est pas pour spéculer. 8 transactions immobilières sur 10 se font pour occuper les logements, donc on recherche un logement qui correspond à sa tranche de vie, à ses attentes, à la proximité d'un emploi, des transports ou de sa famille par exemple. Merci beaucoup Yann Géano d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine, décrypter avec nous ce marché immobilier à la lumière de ce que vous avez pu constater au premier trimestre. Je rappelle que vous êtes le président de La Forêt France. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.